Merci aux organisatrices de nous recevoir ici aujourd'hui. C'est un plaisir de participer à ce colloque. Donc un couple vient d'accepter de donner ses embryons surnuméraires issus d'une fécondation in vitro pour ce qu'on appelle un accueil d'embryon. Et lorsque je leur demande ce que c'est pour eux un embryon, la femme me répond que c'est un peu de vie, tandis que son conjoint, lui, évoque la possibilité pour un couple de devenir parent. Donc, mon propos ici, c'est d'essayer de réfléchir à la représentation de l'embryon au sein de parcours d'assistance médicale à la procréation. Et donc, c'est un travail que je mène depuis plusieurs années. J'ai mené une première enquête dans un centre, dans un SECOS et dans 2 centres d'AMP, où j'ai eu le loisir d'observer plus de 250 consultations et j'ai réalisé une 40aine d'entretiens approfondis. Cette enquête, au départ, elle était centrée sur la question de la variable religieuse, en fait, dans les parcours d'assistance médicale à la procréation. Et elle m'a permis de saisir l'importance centrale de cette question de représentation de l'embryon. Et donc je poursuis actuellement cette recherche, je dirais, à l'autre extrémité de ces parcours d'AMP, c'est-à-dire dans les services d'accueil d'embryons, qui sont donc ces services où on permet aux couples de donner, s'ils le souhaitent, les embryons surnuméraires issus de fécondation in vitro. Donc, comment se représente-t-on l'embryon lorsque l'on recourt à l'AMP, selon que l'on est un homme ou une femme? Est-ce qu'il y a une représentation genrée de cet embryon? Et est-ce que cette représentation évolue au cours des parcours d'AMP? Il me semble, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer brièvement ici, que cette représentation, elle évolue et que les différences de perception entre hommes et femmes de cet embryon se déplacent à mesure qu'on avance dans ces parcours d'AMP. Donc cette représentation de l'embryon, elle fait ressurgir des stéréotypes de genre et qui sont aussi la marque d'une conception assez naturalisante de la féminité. Donc de la même façon qu'il existe un genre de l'infertilité ou encore un genre du désir d'enfant, est-ce qu'il existe un genre de la représentation de l'embryon? Alors, ce que je voudrais, donc dans un premier temps, je vais essayer de vous dire brièvement comment on pense l'embryon en AMP d'une façon générale, donc plutôt à partir de mon précédent terrain. Je voudrais tout d'abord dire que nombreux sont les personnes qui me précisent qu'avant de faire une fécondation in vitro, en fait, ils ne s'étaient jamais posé la question de savoir ce que c'était qu'un embryon, qu'ils n'avaient jamais réfléchi à cela, et qu'en fait, c'est la temporalité du parcours d'AMP qui conduit à s'interroger sur qu'est-ce que c'est que cet embryon. Par exemple, cette femme me dit un embryon pour moi c'est impossible être humain, mais avant en fait je ne me posais pas la question de savoir ce que c'est qu'un embryon. Avant d'avoir des difficultés pour avoir des enfants, avant les inséminations, avant la fécondation in vitro, je ne me posais pas la question de savoir ce que c'est qu'un embryon, même si je suis scientifique. Donc on voit à la suite de travaux d'ailleurs précurseurs sur ce domaine, hein, je vous renvoie aux travaux de Simone Batman et Salem, de Franklin et Roberts, mais aussi de Gay Baker, que l'embryon donc est une entité plurielle qu'il convient de penser dans la temporalité du processus d'AMP et dans un faisceau de relations qui inclut d'ailleurs le rapport des personnes à la science, à la technologie, à la religion, dans lequel il s'inscrit. Donc, alors pour mémoire, hein, j'ai un petit peu concrètement, qu'est-ce qui se passe? Donc tous les ans, en fait, les centres d'AMP, d'assistance médicale à la procréation, pardon, envoient un courrier aux couples pour leur demander s'ils souhaitent conserver ou détruire leurs embryons congelés. Donc quand on décide de conserver ces embryons, donc en l'absence de projet parental, il y aurait beaucoup à dire sur cette notion de projet parental, mais on n'a pas le temps ici. Donc en tout cas, quand on les conserve, on peut soit les conserver pour soi, donc pour continuer son projet parental, soit les donner à la recherche ou les donner à un autre couple. Donc comment sur mon premier terrain on réagit les personnes rencontrées? Donc ce qui est tout d'abord central, c'est cette question de la temporalité. Et donc ceux qui acceptent par exemple notamment la destruction de leurs embryons sont plutôt au début des parcours d'AMP, avec l'idée que cet embryon ce n'est pas encore quelque chose de concret. Et ceux qui vont être opposés à la destruction des embryons, ce seront d'abord les pratiquants catholiques, hein, pour mémoire. L'Église catholique considère que l'embryon est une personne et donc de toute façon, l'Église catholique interdit déjà la fécondation in vitro, mais pour ceux qui sont passés outre ces interdits, de toutes les façons, ils ne veulent pas détruire leurs embryons. Et donc la réticence à la destruction des embryons, c'est ça qui m'avait frappé sur ce premier terrain, c'est qu'on l'a trouvé aussi, mais plus rarement, chez des personnes sans religion et en particulier des femmes.
Donc, ce qu'on peut aussi dire rapidement, c'est qu'on peut aussi interpréter ces réactions, ces réticences à la destruction des embryons en prêtant attention au discours des médecins. En fait, quand vous assistez à des consultations, il y a un fait qui est frappant, c'est qu'en disant l'embryon, en énonçant la possibilité d'un enfant grâce à ces embryons, les médecins, d'une certaine façon, personnifient ces embryons. Donc, dans une consultation, vous entendez parler de beaux embryons, voire de moches embryons. On parle aussi de spermatozoïdes vigoureux, d'ovocytes du tonnerre. Donc là, je vous renvoie aussi aux travaux, par exemple, de Caris Thompson, qui a travaillé sur des laboratoires de fécondation in vitro et qui parle des good, not good, pretty, ou bien aussi à la thèse en cours de Noémie Merleau-Ponty. Donc le bel embryon est représenté ici comme celui destiné à être potentiellement un enfant. Donc en sorte que ces matériaux biologiques deviennent pour les couples des promesses d'avenir, des potentiels. Donc, pour nombre des personnes que je rencontre, le fœtus est sinon une personne, à tout le moins l'assurance d'une personne humaine potentielle, pour reprendre leurs termes, et celui sans doute même auquel se réfère d'ailleurs implicitement la loi française, suivant un avis du CCNE, Comité consultatif national d'éthique, promulgué en 1984, selon lequel l'embryon n'est pas une simple partie du corps humain. Donc dans ce contexte, je vous le disais, les personnes se représentent plus souvent l'embryon comme l'incarnation possible d'un enfant désiré, et c'est plus souvent le cas des femmes qui, en cas d'échec successif d'ailleurs, se sentent souvent responsables davantage que les hommes de cette infertilité. Donc évidemment, ici, on n'est pas sans penser à Françoise Héritier, qui nous a montré que la stérilité était avant tout la responsabilité des femmes. Donc dans ce contexte, il semble que l'intériorisation féminine de cette responsabilité rejaillit également, pourrait-on avancer, sur les représentations de l'embryon. Alors, donc il y a l'idée que les patients vont avancer, j'essaye d'aller vite, oui, pas à pas, et le lien entre embryon et enfant donc, se fait à mesure qu'on progresse dans le parcours, et donc lorsque la relation change, le statut de l'embryon évolue. Donc il y a une étape supplémentaire qui va être franchie lorsque les embryons vont être transférés, c'est-à-dire ce moment où on transfère les embryons dans l'utérus de la femme, et donc l'incorporation va modifier la représentation de l'embryon, et ce, là encore, d'autant plus qu'on est une femme, en tous les cas sur mon terrain. Et en retour, ce transfert va modifier aussi la représentation qu'on se fait des embryons in vitro. Et du coup, les personnes que j'ai pu rencontrer, qui sont donc dans ce premier stade des parcours d'assistance médicale à la procréation, ont du mal à envisager de donner ces embryons. Et donc là encore, pour surtout les femmes pour lesquelles le processus de gestation, même mené par une autre, donne une réalité à ce qui leur semble avoir été sinon d'abord en elles. Donc, parce que ces embryons, de toutes les façons, ils n'ont jamais été en vous, puisqu'ils ont été créés in vitro, du moins issus de leur propre corps. Donc c'est la grossesse qui va modifier le statut de l'embryon. Et du coup, ces mêmes femmes vont être perplexes, indécises sur la question de la réduction embryonnaire, c'est-à-dire que lorsqu'on transfère plusieurs embryons et qu'il y en a maintenant deux ou trois qui s'implantent, ça peut poser des problèmes de santé. Donc, on est conduit des fois à faire une réduction embryonnaire, donc à supprimer un ou l'autre de ces embryons. Donc là, je dirais que c'est du coup, c'est les conclusions auxquelles je suis parvenue, enfin les hypothèses auxquelles je parviens à partir de ce premier terrain. Et donc, à partir de là, comment ça se passe quand on a franchi une étape supplémentaire, on est au bout de ces parcours d'AMP et on décide de donner ces embryons. Et dans ce don, est-ce que les hommes et les femmes vont se représenter cet embryon de la même façon? Donc le don d'embryon, c'est quelque chose qui est autorisé donc, depuis 1994. Voilà, donc c'est une pratique très parcellaire. Vous avez en France 143 couples qui ont donné leurs embryons en 2012 et 29 enfants qui sont nés. Donc vous voyez que ça représente très peu de gens. Donc, en don d'embryon, l'embryon est souvent représenté, certes, comme dans les débuts de parcours d'AMP, comme un amas de cellules, mais comme quelque chose de plus. Donc, je dirais que c'est le statut parental qui modifie la représentation de cet embryon.
Donc ce que je voulais dire, puisque je vois que le temps avance, donc je vais sauter bref, un passage. Et donc je voulais ce que j'essaye de voir en ce moment, c'est dans ce contexte donc bien particulier qui est celui du don d'embryon. Hein, donc je vous le rappelle, ce sont des personnes qui n'ont plus de projet parental et qui ont décidé donc de donner leurs embryons pour être accueillis par un autre couple, sans qu'elles sachent d'ailleurs si, par exemple, la décongélation va marcher. Donc, est-ce que le genre influence la représentation de ces embryons? Alors, en fait, ce qui m'a conduit à ça, c'est la lecture de René Almeling, qui, à propos du don de sperme et du don d'ovocytes, avait montré que les hommes et les femmes considéraient leur don selon des logiques différentes. Les hommes mettaient en avant le parcours, le travail que représentait cet embryon, ce don, alors que les femmes étaient plus dans une approche empathique. Alors, dans mon précédent terrain, effectivement, je retrouvais ça, c'est-à-dire que les hommes me disaient, avec toute l'énergie qu'on a dépensée, tout le travail médical que ça a représenté, alors que les femmes disaient, si jamais on réussit à avoir un enfant, je voudrais bien y donner à notre couple pour qu'il soit aussi heureux que nous, etc. Et en fait, ce qui m'a intéressé ici, c'est que pour ce qui concerne les donneurs d'embryons que j'ai rencontrés, là encore, la question de la temporalité intervient et les différences de genre semblent s'atténuer. C'est-à-dire que tant les hommes que les femmes insistent sur leur désir d'aider des gens à avoir droit au plus grand bonheur au monde, d'avoir des enfants selon la formule de cet homme. Et donc, en fait, il me semble qu'être parent modifie la représentation que l'on se fait dans un embryon. Et donc, si le genre est ici moins opérationnel, il en va autrement, c'est-à-dire les différences se déplacent. C'est-à-dire que c'est par exemple sur la question de l'anonymat qu'on va retrouver ce même clivage entre hommes et femmes, le même clivage qu'a pu décrire René Almeling. Donc, ce don d'embryon, il est volontaire, gratuit et anonyme. Et donc, les hommes sont ici plus attachés à l'anonymat, craignant que cet embryon, s'il devient un enfant, ne vienne un jour frapper à leur porte et demander pourquoi on a fait ça. Et alors que les femmes, ici, se situent plus dans une approche empathique et elles vont centrer leur discours non pas sur la maternité, mais sur la personne qui pourrait être issue de cet embryon. Et donc, les femmes disent qu'elles sont certes attachées à l'anonymat, mais elles peuvent comprendre qu'à un moment, l'enfant devenu adulte ait besoin de savoir d'où il vient. Voilà. Donc, plus centré sur le possible enfant issu de cet embryon, les femmes, pourtant attachées à l'anonymat, ici empathiques davantage que les hommes, pourraient comprendre le désir de savoir. Donc, plus que le genre, c'est tout d'abord la temporalité qui influe sur la représentation de l'embryon. Il n'en demeure pas moins que passer ici l'étape du don et en se projetant sur ce que pourrait devenir cet enfant potentiel, des différences entre hommes et femmes apparaissent qui renvoient à des représentations traditionnelles du masculin et du féminin. Donc, pour conclure, je répéterai que là, on le voit encore que l'embryon est une entité plurielle, qu'il convient donc de penser dans la temporalité, qui est celle du processus d'AMP. Et donc les représentations de l'embryon, influencées semble-t-il aussi par des rôles sociaux de genre, puissent donc à de multiples réservoirs de sens. Et pour vraiment conclure, je dirais que c'est dans une projection de ce que pourrait devenir cet embryon que les différences entre hommes et femmes se font sentir, mettant ici à jour des rapports parfois différents à la paternité et à la maternité qu'il faudrait continuer à interroger. Je vous remercie.